Parce que ce qui est intéressant, c'est que les 12 ans de voiture, attends. Bien, allez, on termine. On termine cette théorie générale de l'infraction. Donc, on en arrive au petit 2, les circonstances aggravantes. Alors, par contre, les polycopiés qui sont à côté, vous ne pouvez pas les prendre parce qu'on a le nombre pile pour les gens qui sont là. Ah non, pardon, c'est pas ces polis-là, non, je dis n'importe quoi, moi. Je croyais que c'était les polis d'à côté. Non. Ah. Alors, donc sur cette question des circonstances aggravantes, que sont les circonstances aggravantes? Les circonstances aggravantes, ce sont des éléments de fait érigés par le législateur en cause d'aggravation du quantum de la peine encourue. Élément de fait érigé par le législateur en cause d'aggravation du quantum de la peine encourue. Il faut bien que vous compreniez que les circonstances aggravantes, ça participe certainement pas à l'incrimination, ça participe uniquement à la répression. C'est ce que je vous disais déjà hier, c'est très important, pour les positionner dans la dissertation. Les circonstances aggravantes, on les évoque toujours dans une partie, le cas échéant, qui est consacrée à la répression. Parce que sinon, qu'est-ce que vous dites à votre correcteur? Sinon, vous dites à votre correcteur que si on enlève la circonstance aggravante, l'infraction disparaît. Ce qui est, bien sûr, inexact. D'accord? Donc, faites très attention, ça n'intervient que sur la répression. On distingue entre deux grandes catégories de circonstances aggravantes. Première catégorie, ce sont les circonstances aggravantes générales. Circonstances aggravantes générales, ce sont celles qui s'appliquent à toutes les infractions pénales, sauf prévision contraire du législateur. Ce sont celles qui s'appliquent à toutes les infractions pénales, sauf prévision contraire du législateur. C'est l'exemple de la circonstance aggravante de récidive. D'accord? Excuse-moi, j'ai sûrement mal compris, mais il n'y a pas une exception au fait que si la circonstance aggravante disparaît, l'infraction disparaît, la faute de mise en danger délibéré? Non. La faute de mise en danger délibéré ne peut pas à la fois être condition requise pour constitution d'infraction et circonstance aggravante. Dans l'hypothèse de l'auteur indirect à l'encontre de qui? Si, mais ça c'est très secondaire par rapport à ce qu'on est en train de dire là. Voilà, oui, mais effectivement vous avez raison, il y a un cas dans lequel la faute de mise en danger délibéré est à la fois élément moral de l'infraction et circonstance aggravante de l'infraction. Le fait est que quand vous l'évoquez en tant que circonstance aggravante, vous l'évoquez toujours dans la répression, et certainement pas dans la constitution de l'infraction. D'accord? Bien. Donc, circonstance aggravante de récidive, c'est un exemple de circonstance aggravante générale. Et à côté des circonstances aggravantes générales, on a les circonstances aggravantes spéciales. Les circonstances aggravantes spéciales, ce sont les circonstances aggravantes qui ne s'appliquent que lorsqu'elles ont été spécialement prévues par le législateur au titre de l'infraction considérée. Ce sont des circonstances aggravantes qui ne s'appliquent que dans la mesure où elles ont été spécialement prévues par le législateur au titre de l'infraction considérée. C'est l'exemple de la bande organisée, de l'usage d'une arme, de la préméditation, etc., etc. Alors, quel est le mouvement général que l'on constate sur les circonstances aggravantes? Mouvement général que l'on constate sur les circonstances aggravantes, c'est incontestablement un accroissement du rôle tenu par les circonstances aggravantes dans notre droit pénal. Accroissement du rôle tenu par les circonstances aggravantes dans notre droit pénal. Et ce mouvement emprunte deux voies.
Deux manifestations essentielles. Première manifestation, les circonstances aggravantes sont de plus en plus nombreuses. Et effectivement, chaque loi nouvelle qui entre aujourd'hui en vigueur en matière pénale donne naissance à une ou plusieurs nouvelles circonstances aggravantes. Et la deuxième manifestation de cet essor du rôle tenu par les circonstances aggravantes, au-delà du fait d'être de plus en plus nombreuses, les conséquences des circonstances aggravantes sont également de plus en plus lourdes. Les conséquences des circonstances aggravantes sont également de plus en plus lourdes. Regardez, on attache l'application d'une entière procédure pénale dérogatoire à la circonstance de bande organisée. Regardez la circonstance aggravante de récidive qui produit des conséquences de plus en plus lourdes sur la peine aussi bien prononcée qu'exécutée. Circonstances aggravantes de plus en plus nombreuses, conséquences des circonstances aggravantes de plus en plus lourdes. Quelle question est-ce que cela pose de ce fait? Quelle question est-ce que cela pose de ce fait? Eh bien, la question qui se pose au regard de ces évolutions, c'est celle finalement de savoir dans quelle mesure la répression pénale n'est pas aujourd'hui davantage gouvernée par les circonstances aggravantes que par les incriminations particulières. Qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est de savoir si la personne a commis un vol ou une escroquerie, ou est-ce que c'est de savoir si elle l'a commis à l'état simple ou en récidive? Est-ce que c'est de savoir si la personne a commis un vol ou un abus de confiance, ou est-ce que c'est de savoir si elle l'a commis, oui ou non, en bande organisée? Ben voilà, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les véritables enjeux du droit pénal en termes de répression, en termes de procédure pénale applicable, en termes de peine encourue, les véritables enjeux, ils sont attachés non pas véritablement aux incriminations particulières, mais ils sont attachés aux circonstances aggravantes. Et donc la question finalement, c'est celle de savoir si les intérêts protégés par les circonstances aggravantes ne se sont pas substitués progressivement aux intérêts protégés par les incriminations particulières. Ça va? Dernière composante de la répression, petit 3. Petit 3, ce sont les causes d'atténuation de la peine. Petit 3, ce sont les causes d'atténuation de la peine. Cause d'atténuation de la peine. Alors, déjà une question de vocabulaire, on ne parle plus, et depuis bien longtemps, depuis 1994, on ne parle plus en droit pénal de circonstances atténuantes, ça n'existe plus. On parle aujourd'hui de causes d'atténuation de la peine, et causes d'atténuation de la peine qui ne recoupent absolument pas ce qu'on appelait autrefois les circonstances atténuantes. C'est tout autre chose. Alors, ces causes d'atténuation de la peine, il existe dans notre droit
quelque cause légale, générale, d'atténuation de la peine. Il existe dans notre droit quelques causes légales, générales, d'atténuation de la peine. Ces causes légales, générales, d'atténuation de la peine, c'est, première hypothèse, c'est l'hypothèse du mineur doté de discernement. C'est l'hypothèse du mineur doté de discernement. Le mineur doté de discernement est pénalement responsable, en ce sens que l'infraction est pleinement constituée à son encontre. Simplement, bien que suffisamment discernant pour être pénalement responsable, le mineur n'a pas un discernement équivalent à celui du majeur. C'est pourquoi le législateur a mis en place, à travers l'ordonnance du 2 février 1945, une répression pénale adaptée à la personnalité du mineur. Ainsi, en principe, suivant leur âge, les mineurs en cour n'ont pas les peines encourues par les majeurs, mais des mesures éducatives, sanctions éducatives, c'est pas la même chose, hein? Mesures éducatives, sanctions éducatives, ou peine atténuée par l'excuse de minorité, ou peine atténuée par l'excuse de minorité. Ça va ? Deuxième cause générale d'atténuation de la peine, il s'agit de l'hypothèse du trouble mental ayant simplement altéré le discernement. Trouble mental n'ayant pas aboli, mais ayant simplement altéré le discernement. Selon l'article 122-1 alinéa 2 du Code pénal, le trouble mental ayant simplement altéré le discernement peut, nous dit le texte, peut être pris en compte par la juridiction qui prononce la peine. Le trouble mental ayant simplement altéré le discernement peut être pris en compte par la juridiction qui prononce la peine. Vous remarquerez que le texte n'institue qu'une possibilité et non pas une obligation pour le magistrat. À côté de ces causes générales d'atténuation de la peine, il existe également des causes spéciales d'atténuation de la peine. C'est-à-dire des causes d'atténuation de la peine qui ne s'appliqueront qu'au coup par coup, à la condition d'être spécialement prévues par le législateur, au titre de l'infraction considérée. Et c'est notamment l'hypothèse des repentis. Législateur qui institue, avec la loi du 9 mars 2004, des exemptions et atténuations de peine au bénéfice de ceux qui, après avoir participé à l'infraction, seront parvenus à en empêcher la commission ou à en retrouver les auteurs et complices.
Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Non? On va donc, on en a terminé avec toute la portion responsabilité pénale. On va maintenant s'interroger sur l'irresponsabilité pénale. Grand 2, l'irresponsabilité pénale. Grand 2, l'irresponsabilité pénale. Alors, il existe dans notre droit deux grands groupes de causes d'irresponsabilité pénale. Il existe dans notre droit deux grands groupes de causes d'irresponsabilité pénale. Les causes objectives d'irresponsabilité pénale et les causes subjectives d'irresponsabilité pénale. Dans les deux cas, sachez que la preuve de ces causes d'irresponsabilité pèse sur la personne poursuivie. La preuve de ces causes d'irresponsabilité pèse sur la personne poursuivie. Grand A, les causes objectives d'irresponsabilité pénale. Grand A, les causes objectives d'irresponsabilité pénale. Alors, du point de vue de la terminologie, les causes objectives d'irresponsabilité pénale, on les nomme également les faits justificatifs. On les nomme également les faits justificatifs. Ces fameuses causes objectives d'irresponsabilité pénale, il faut être très attentif à la façon dont elles fonctionnent. Vous allez comprendre pourquoi ensuite, je vous l'expliquerai, c'est très important pour leur positionnement, là encore, lorsque vous les évoquez au sein de la dissertation. Causes objectives d'irresponsabilité pénale, comprenez bien que ces causes objectives ne font pas obstacle à la constitution de l'infraction. Elles ne font pas obstacle à la constitution de l'infraction. En présence d'une cause objective d'irresponsabilité pénale, l'infraction est pleinement constituée dans tous ces éléments. L'infraction est pleinement constituée dans tous ces éléments. Simplement, l'infraction a été commise dans des circonstances telles que l'on va légitimer, justifier, d'où le nom de fait justificatif, justifier cette commission et faire ainsi échec à la décision de condamnation. Et faire ainsi échec à la décision de condamnation. Ce qui veut dire quoi pour vous dans une dissertation? Ça veut dire que quand on a évoqué une cause objective d'irresponsabilité pénale, on ne l'évoque jamais, jamais dans un grand 1 qu'on aurait consacré à l'incrimination ou à la constitution de l'infraction. C'est un contresens, puisque ces causes objectives n'affectent pas justement la constitution de l'infraction. Qu'est-ce que c'est alors ces causes objectives? Eh bien, ce sont des éléments qui viennent, le cas échéant, paralyser la mise en œuvre de la répression. Donc, on les évoque dans un grand 2 sur la répression. D'accord? Faites attention à ça, parce que ça aussi, une cause objective mal positionnée dans votre copie, pour le correcteur qui vous lit, c'est un contresens. Donc ce sont des éléments qui paralysent la mise en œuvre de la répression, mais qui n'affectent pas la constitution de l'infraction, qui elle, par ailleurs, est pleinement constituée. Des causes objectives, 4 causes objectives d'irresponsabilité pénale, 4 faits justificatifs sont prévus par la loi. Légitime défense,
légitime défense des personnes, mais aussi depuis 1994 des biens, ordre ou autorisation de la loi ou du règlement, commandement de l'autorité légitime, et état de nécessité. À ces 4 faits justificatifs prévus par la loi, il faut ajouter 2 faits justificatifs et précautions de langage qui semblent émerger en jurisprudence. Ces 2 faits justificatifs, quels sont-ils? Il s'agit d'abord de l'exercice des droits de la défense, Chambre criminelle, 11 mai 2004, exercice des droits de la défense, Chambre criminelle, 11 mai 2004. Vous savez, vous les connaissez forcément, ce sont ces arrêts qui viennent nous dire qu'est justifié le vol qu'a commis le salarié, le vol de documents, qu'a commis le salarié au préjudice de son employeur, lorsque ce vol a eu pour finalité de lui permettre d'exercer ses droits de la défense dans le litige prud'homal l'opposant à son employeur. Et la Cour de cassation, dans les arrêts que je vous citais du 11 mai 2004, a reconnu, en dehors de toute prévision légale, la justification de la commission d'une telle infraction. Et puis, deuxième fait justificatif émergent en jurisprudence, le consentement de la victime. On remarque que dans des hypothèses de plus en plus nombreuses, législateurs et jurisprudence érigent le consentement de la victime en un fait justificatif de l'infraction. Ça va? À côté de ces causes objectives, on a grand B, les causes subjectives d'irresponsabilité pénale. Grand B, les causes subjectives d'irresponsabilité pénale. Alors les causes subjectives d'irresponsabilité pénale, elles, à la différence des précédentes, elles font bel et bien obstacle à la constitution de l'infraction. Elles font obstacle à la constitution de l'infraction en empêchant la caractérisation de son élément moral. On fait obstacle à la constitution de l'infraction en empêchant la caractérisation de l'élément moral de cette infraction. Donc, encore une fois, très important pour vous dans la dissertation, vous l'avez compris, celle-là, les causes subjectives, quand on a un plan incrimination, répression, constitution d'infraction, répression, ces causes subjectives, il faut les évoquer dans la partie consacrée à l'incrimination, constitution de l'infraction. Comprenez qu'en présence d'une cause subjective d'irresponsabilité pénale, l'élément moral n'est pas démontré. Puisqu'il n'y a pas d'élément moral, il n'y a pas d'infraction pénale. Donc là, l'infraction n'est tout simplement pas constituée. On a vu hier, souvenez-vous, que l'élément moral de l'infraction, c'est 2 choses. L'imputabilité d'une part, la culpabilité d'autre part. Eh bien, certaines causes subjectives d'irresponsabilité vont affecter l'imputabilité, tandis que
d'autres causes subjectives vont affecter la culpabilité. Petit 1. Sur les causes de non-imputabilité. Petit 1 sur les causes de non-imputabilité. Alors, s'agissant des causes de non-imputabilité, rappelez-vous, l'imputabilité, on a dit hier, c'est le libre arbitre, et le libre arbitre repose d'une part sur le discernement, d'autre part sur la volonté. Certaines causes de non-imputabilité vont faire échec au discernement. Certaines causes de non-imputabilité vont faire échec au discernement. Donc, causes de non-imputabilité qui vont faire échec au discernement, il en existe deux. C'est, première cause, l'hypothèse du mineur dénué de discernement. Et c'est, deuxième chose, l'hypothèse du trouble mental ayant aboli le discernement. Mineur dénué de discernement, d'abord, trouble mental ayant aboli le discernement, ensuite. Dans ces deux hypothèses, on n'a pas de discernement, donc pas d'imputabilité, donc pas d'élément moral, donc pas d'infraction pénale. D'autres causes de non-imputabilité font échec non pas au discernement, mais font échec à la volonté. D'autres causes de non-imputabilité font échec non pas au discernement, mais viennent faire échec à la volonté. Il s'agit de la contrainte. S'agissant des mouvements et enjeux, je vous renvoie à ce qu'on disait sur l'imputabilité. C'est exactement la même chose, hein, puisque là on est en train de démontrer, le cas échéant, la non-imputabilité. On en arrive au petit 2. Petit 2, les causes de non-culpabilité. Alors, des causes de non-culpabilité, dans notre droit, il en existe une et une seule. Il s'agit de l'erreur de droit. L'erreur de droit, dans les infractions intentionnelles, va faire obstacle à la caractérisation de la seconde composante du dol général, la conscience de violer la loi pénale. En présence d'une erreur de droit, il n'y a pas de conscience de violer la loi pénale. Donc, il n'y a pas de dol général. Donc, il n'y a pas d'intention. Donc, il n'y a pas d'élément moral. Donc, l'infraction n'est pas constituée. Ça va ? Bien, j'en ai terminé, moi, avec cette théorie générale de l'infraction. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? Non, ça va ? Tout ça, c'est par cœur, hein. Ça, il faut véritablement le connaître sur le bout des doigts. Hein, c'est très très important.